vous asseoir, on va commencer parce que j'ai le privilège de vous accueillir ce matin. Michael Sinatra, le directeur du Centre de recherche interinstitutionnel sur les humanités numériques, basé à l'Université de Montréal. Et pour notre événement dans la série avec Christian Rache, qui est donc à ma gauche, département d'histoire, la faculté des arts et des sciences organisée cette année, nous avons le plaisir d'accueillir d'abord notre doyen Frédéric Bouchard qui va dire quelques mots sur les développements. Merci, Michael. Chers collègues, chers étudiants, cher Chad, c'est un plaisir pour la Faculté des arts et des sciences de vous accueillir aujourd'hui au Carrefour des arts et des sciences sur le thème des humanités numériques. Le CRIN, qui est disons, notre pôle principal d'activité à l'intersection de ces questions, avec cette série d'événements, nous permet de nourrir cette réflexion à l'échelle de la faculté, puis là, je vais parler pour l'Université de Montréal. On a des collègues d'autres universités, on les salue, mais c'est très important pour nous, à la faculté, d'avoir ces réflexions-là parce que c'est vraiment une intersection de plusieurs des expertises que nous avons chez nous. Des expertises qui sont soit reconnues comme étant dans les humanités numériques ou, disons, de la reconnaissance qui est à venir de certains collègues qui ne le savent pas mais le font déjà. Et donc ça, on est très content que ce genre d'initiative nous permette d'avoir ces dialogues-là. C'est un plaisir aussi d'accueillir notre collègue Chad Gaffield, professeur d'histoire à la Faculté des arts de l'Université d'Ottawa, qui viendra nous présenter une conférence intitulée, j'espère que le titre n'a pas changé, Histoire et humanité numérique, une histoire contestée, un présent fragmenté et un avenir à construire. Et je me prépare toujours quelques notes avant de faire une présentation comme celle-ci. Et là, ici, je dois dire que pour les humanités numériques, le langage est très difficile, ou l'esprit et le moment sont très difficiles à capturer. Pourquoi? Parce que, je vais faire une mauvaise analogie. Quand on fait des réformes de programme dans les universités, il va y avoir quelqu'un quelque part qui, de manière très, très bien intentionnée et souvent très bien informée, va parler des compétences du 21e siècle, oubliant qu'on est en 2020. Et donc, on parle, souvent ce sont des gens du 20e siècle qui sont encore en train d'absorber et de digérer que nous sommes au 21e siècle. Pour un étudiant moyen, les compétences du 21e siècle, ça n'existe pas, ça s'appelle les compétences. Parce qu'il est né au 21e siècle. Les humanités numériques, puis peut-être que Chad aura un regard différent, je ne suis pas un expert sur ces questions-là. Ce qui est fascinant avec les humanités numériques, c'est que c'est à la fois à la fine pointe de beaucoup de recherches en lettres et sciences humaines et quelque chose qui devrait être complètement banal. Banal dans le sens que le numérique, on vit avec le numérique depuis 40 ans. De manière, je dirais, dans les contextes académiques, on pourrait peut-être même aller 60 ans. À l'intérieur des programmes et comme objet de recherche depuis 20-30 ans. Et c'est certain que là, ensuite, dans les différentes universités, bien, ça s'est fait avec des taux d'adoption à vitesse variable. Mais ça, c'est une question institutionnelle, ce n'était pas une question de l'objet lui-même. Les humanités numériques, la première fois que, disons, un professeur a appris le basic et s'est fait répéter une ligne « Hello World », sa conception des modes d'expression était changée. Et donc, en quelque sorte, les humanités numériques, là, on tombe dans une phase de maturité que plusieurs n'ont pas encore vraiment, n'ont pas pris acte de la maturité du champ et de l'objet. Et donc, pour eux, c'est quelque chose à la fine pointe ou quelque chose d'hétérodoxe ou quelque chose de... Mais d'une manière sociologique, nous sommes dans les humanités numériques depuis 20-30 ans et je dirais probablement plus comme 40-60 de manière plus ciblée. Et donc, c'est très compliqué. Là, ici, je parle plus comme un philosophe des sciences qui s'intéresse à l'évolution des institutions. Mais c'est très difficile de présenter un événement ou l'importance d'un événement comme cela, parce que, quelque part, ça devrait être d'une normalité la plus évidente, de la même manière qu'on trouve totalement normal
de parler des relations, disons en sciences politiques ou en relations internationales, de parler des relations Chine-États-Unis, donc un objet d'étude mature qui mérite une expertise et ainsi de suite. Les humanités numériques sont dans cet état paradoxal où il est à la fois mature, mais non reconnu comme tel par plusieurs personnes qui ne le pratiquent pas. Mais ça dit plus sur le contexte d'adoption et sur le contexte de réception que sur l'objet lui-même. Et donc, on est ravis que... et c'est pour ça que la Faculté des arts et des sciences s'investit. Puis, humanité numérique, je ne veux pas de manière de mettre, restrictive. Je ne veux pas parler non plus du numérique en général, parce que là, ça devient, encore une fois, encore plus banal et transcendant. Mais je dirais qu'on s'intéresse de plus en plus à ces échanges qui explorent comment l'évolution des moyens de représentation de l'expérience humaine doivent être prises en compte dans notre compréhension de l'expérience humaine. Je vais le mettre comme ça. Et c'est certain que ça prend lieu, entre autres, en humanité numérique comme champ, mais dans d'autres secteurs de la même manière. Donc, on est ravis de ce nouveau cycle de conférences midi du CRIN, de la collaboration avec le département d'histoire et d'autres unités, qui montre ce qu'on veut faire à la faculté et à l'université, ce qui doit être fait. On est aussi très reconnaissant du partenariat avec l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information, et ainsi que les autres unités de la Faculté des arts et des sciences qui participent à ces réflexions. Et je vous le dis, en fait, je vais finir avec une dernière analogie, je pense beaucoup de manière analogue, mais le fait qu'on ne soit plus épaté de comment fonctionne l'interrupteur qui allume une lumière, n'enlève pas l'importance de l'électricité dans nos vies. Donc, souhaitons que les humanités numériques deviennent aussi fondamentales, disons, à notre compréhension que, disons, d'autres technologies qui maintenant deviennent complètement prises pour acquises et qu'on ne remet pas personne ne remet en question l'importance de l'électricité au fonctionnement. Bien, personne ne devrait même questionner l'importance des humanités numériques pour la compréhension de l'évolution des représentations de l'expérience humaine. Et ça, pour moi, je l'exprime comme souhait, mais je ne suis pas inquiet de sa réalisation. Donc, c'est un souhait de doyen assez facile à réaliser. Mais je tenais à vous féliciter puis que vous profitiez bien de ces échanges aujourd'hui. Et sur ce, je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Merci bien. Et donc maintenant, une brève introduction à notre invité du jour. J'ai le plaisir de connaître Chad depuis maintenant au moins une quinzaine d'années, quand il était président du CRSH et qui a contribué énormément justement au développement institutionnel requis pour reconnaître les humanités numériques, non pas comme une fade un petit peu passante, mais vraiment comme une contribution avec de nouveaux programmes qu'il avait investis. Et l'Université d'Ottawa a été très heureux de le revoir revenir dans la maison il y a maintenant 6 ans, si ma mémoire est bonne, pour avoir son poste de professeur éminent et une chaire institutionnelle en culture numérique. Et Chad était aussi reconnu avec le prix Zamboli, qui est le prix de l'Association mondiale des humanités numériques pour la contribution faite au champ. Chad étant un des pionniers canadiens et mondiaux vraiment pour les travaux qu'il avait fait sur les recensements, les bases de données, il y a maintenant une trentaine d'années à l'Université d'Ottawa. Donc une contribution très importante de la part de Chad. Donc c'était un grand plaisir de pouvoir l'inviter dans notre série et avec plaisir de l'entendre ce matin. Un gros merci et en fait un gros merci à tout le monde qui assiste à cette conférence ce matin. En fait, le doyen a bien situé et contextualisé la conférence ce matin en disant qu'il a posé la question, est-ce que dans un avenir assez raisonnable, on verra le numérique comme juste quelque chose de normal, normalisé dans la société. Et en fait, ces commentaires m'ont fait penser à une conférence qu'il a donnée en fait à Ottawa l'an passé. La Société royale du Canada a organisé un grand colloque international et Frédéric t'a invité dans une séance plénière en fait, et sa conférence qui a touché en fait le sujet à l'ordre du jour aujourd'hui était, d'après moi, un des vrais atouts de cet événement. Alors, nous sommes bien situés
aujourd'hui. Mais en fait, je vais faire le lien entre ce que le doyen a dit ce matin et avec ce qui a été dit aux années 60 et même 50 et 60 au 20e siècle. Alors, l'espoir que, et on verra un petit peu pourquoi je dis en fait une histoire contestée. Quand on fait le tour de l'histoire du numérique et aussi comment les historiens ont fait face à ça, on voit que c'est une histoire tout à fait contestée. Et moi, je pense que ce n'est pas évident aujourd'hui. Je parle de ça comme un présent ambivalent. Nous sommes toujours, d'après moi, pas tout à fait embarqués et il reste des questions à régler très fondamentales. Et d'après moi, l'avenir n'est pas tout à fait certain non plus. Et ça reste à nous à construire l'avenir qu'on veut dans un âge numérique. Alors, tout ça pour dire qu'un gros merci d'être venu. Moi, évidemment, je suis ravi d'être ici grâce à Michael et le CRIM et le département d'histoire. C'est toujours bien de voir les historiens avec nous. Et en fait, ce que je trouve intéressant, le focus de ma conférence aujourd'hui est le fait que l'histoire et les humanités numériques ont, disons, une histoire compliquée aussi. Et on parlera de ça et expliquer un petit peu pourquoi, en fait, c'est un peu compliqué. Une des raisons, encore une fois, c'est déjà soulevé. Le numérique, en fait, c'est quelque chose, on peut penser à ça comme quelque chose horizontal. Ça chevauche toutes les institutions, toutes les pratiques verticales qu'on a bâties pendant le 19e et 20e siècle. Et c'est dans ce sens-là que je pense que le CRIM joue un rôle clé et grâce à leadership de Michael, en fait, qui est tellement connu à travers le Québec, le Canada et à l'échelle internationale. Le pourquoi, c'est parce que il nous guide, en fait, comment traverser, comment fonctionner comme il faut dans un secteur, dans un champ qui forcément ne correspond pas trop à la culture, aux politiques, aux pratiques qu'on a établies surtout pendant le 20e siècle. Alors voilà, je suis ravi d'être ici. Mais le premier point est évident qu'on parle beaucoup du fait qu'à l'actuel, on vit grâce aux nouvelles technologies qui se développent à travers les décennies. Et c'est vraiment la société que nous avons à l'actuel et grâce à tous ces changements technologiques. Mon focus aujourd'hui n'est pas là. En fait, l'emphase que je mets aujourd'hui est le fait qu'il y a les changements conceptuels à la base de tout ça. Et en fait, la technologie a été utilisée, ont permis de réalisation des changements conceptuels. En fait, ces technologies ont accéléré ces changements conceptuels et en fait, comme on sait avec la technologie, toujours le cas, les nouvelles technologies ont influencé les changements technologiques. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui, je vais aborder la question, en fait, avec un focus sur les historiens et comment l'histoire, la discipline de l'histoire disons, se composer avec ça. Mais ce n'est pas tout à fait une question des historiens et des technologies. C'est plutôt des historiens et des changements conceptuels et la technologie. Alors, ça fait la présentation aujourd'hui fait partie d'un projet de recherche que j'ai lancé assez récemment qui touche et en fait qui pose la question. Comment ça se fait que les historiens ont commencé à utiliser les ordinateurs aux années 50 et en fait, on parle aujourd'hui comme c'est quelque chose assez récent.
et de revoir en fait l'histoire de même 70 ans en traçant, on dit que, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vous propose, il y a 3 thèmes aujourd'hui. Je vais mettre l'accent sur 3 thèmes, 3 sujets en fait, qui sont au cœur de cette dynamique. D'abord, il y a la question de le sens disons, des chiffres, un aspect quantitatif à l'intérieur de la discipline. On parle beaucoup d'histoire comme un text-based discipline. Et qu'est-ce que ça veut dire dans tout ça? Est-ce que nous sommes les maîtres des mots ou est-ce qu'on fait les chiffres aussi font partie de la culture dans la discipline de l'histoire? Et on revoit ça. L'autre élément de ça, c'est la collaboration. Et dans ça, je comprends aussi l'interdisciplinarité. Et lié à ça aussi, le rôle de l'appui financier pour la recherche, pour ce qu'on fait comme historien. Et la troisième chose, évidemment, c'est l'épistémologie. Comment on pose la question d'expliquer, d'analyser, d'interpréter les changements historiques. Qu'est-ce qu'on fait pour développer un savoir sur le passé? Alors, rapidement, je vais passer à travers 3 époques, juste pour simplifier la chose aujourd'hui. Évidemment, derrière tout ça, on peut voir, on fait des technologies différentes, mais encore une fois, je mettrai l'accent sur le fait que pendant chaque époque, il y avait une orientation en termes d'une orientation conceptuelle dans la discipline qui a vraiment joué un rôle clé pour expliquer les enjeux de chaque de ces phases. Ça a tout commencé et en fait, on met l'accent sur les années 50, quand un certain nombre d'historiens, et Merle Curti est souvent identifié comme un des pionniers de ça, un historien américain, qui a vu dans les nouvelles technologies la chance disons, d'aller plus loin en étudiant ce qu'on a appelé à l'époque l'histoire des anonymes. Au lieu d'étudier le discours des élites, des gens dans une position de rédiger les choses, est-ce qu'on peut mieux comprendre la vie quotidienne des gens plutôt ordinaires? Et il a attaqué une question qui était très à l'ordre du jour en histoire américaine, sur le rôle de la frontière et l'impact de tout ça dans la mentalité américaine, en étudiant une communauté, en étudiant tout le monde dans la communauté grâce aux sources comme les recensements de l'époque. Qui était là, quel âge, toutes les caractéristiques socio-professionnelles et tout ça marquées dans les documents comme le recensement. Évidemment, en prenant cette approche, c'est évident qu'on voit l'impact des annales, on voit l'impact de la phase, disons, la première phase de l'histoire, la nouvelle histoire, et tout ça, on voit tout ça. Mais ce qui était clair à cette époque-là, les nouvelles technologies étaient vues comme quelque chose qui pourrait nous aider en termes de la recherche, et le changement conceptuel était de la possibilité d'étudier tout le monde dans la société, d'aller plus loin que l'accent sur les élites. Et derrière ça, il y avait un nouveau concept de changement historique où les agents, les causes des changements historiques n'étaient pas tout simplement les ambitions, les actions de l'élite, mais en fait
la réalité, l'histoire de tout le monde dans la société. Et c'est au cœur de ça. Il y avait une autre dimension, et l'Université de Montréal est devenue très importante pour ça, était de prendre cette optique-là, étudier tout le monde dans la société, mais dans ce cas-là, vraiment en termes de la démographie. Aux années 60, avec Jacques-Henri Pain et d'autres, ils ont commencé de développer les bases de données où on a fait de notre mieux de ramasser tous les renseignements, toutes les sources historiques qui nous a informés un petit peu sur la population en Nouvelle-France. Et alors, les démographes sont entrés en bonne uniforme et l'Université de Montréal a joué un rôle comme ça. Et en Ontario, une personne clé était Michael Katz. Il est arrivé d'un Américain et une des choses qu'on voit, c'est qu'au Québec, il y avait une influence des annales, qu'est-ce qui se passait en Europe à l'époque. La plupart des chercheurs, des profs d'histoire au Québec étaient formés en fait en France à l'échelle de doctorat. Mais au Canada, en Ontario, surtout en Ontario, le recrutement était plutôt des Américains. Et ils sont venus avec leur optique liée à Merle Curti et d'autres, mais avec un accent aussi d'étudier toute la population et de voir les changements socio-économiques, culturels, par le biais des bases de données créées par les sources comme les recensements et d'autres. Et en fait, moi, je suis arrivé dans tout ça comme étudiant doctorat en 1974, juste la veille de la publication de ce bouquin. Katz est arrivé en 1967 au département d'histoire et à OISI, à l'Université de Toronto. Et l'impact de ce qu'il a fait était bien évident et on parlera. À cette époque-là, le bruit a certainement été plus agressif que d'autres. En fait, la discipline d'histoire était en train de changer. En fait, une révolution, transformation fondamentale est en train de se faire. Et en fait, Ladari n'était pas seul. En 70, par exemple, un historien américain a dit que maintenant, les ordinateurs font partie de, disons, la vie quotidienne des historiens. C'est accepté. Et alors, imaginez, 70. Il y avait des revues, les nouvelles revues, et le plus important, à partir de 66, était Computers and the Humanities. Et la chose qui est intéressante dans cette revue savante était le fait que les contributions à cette revue reflétaient une bonne diversité. Il y avait les historiens, qui étaient bel et bien présents, les littéraires, et c'est un mélange de disciplines. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'en même temps, si on remarque les revues savantes établies, en fait, on ne voit pas l'impact de ça. On voit très peu de publications qui en profité des nouvelles technologies. Et ça explique un petit peu pourquoi une revue savante comme Computers and Humanities, qui existe toujours, et en fait est devenu tellement important et a regroupé plusieurs disciplines, y compris les historiens. En fait, en 72, il y a déjà l'idée que le rapport entre Clio et les ordinateurs était déjà dans une deuxième phase. Joe Sibley a parlé de... En fait, c'est arrivé à ce point-là. Et il a mis l'accent sur le fait
il y a tellement de projets qui se déroulent maintenant, c'est difficile de vraiment garder au courant de tout ça. Il y a tellement de choses. Il a parlé de Computer Assisted Research in all fields of history. Et à l'époque, c'était évident, l'histoire médiévale, en fait, il y a plusieurs exemples. Et il a parlé du fait que maintenant, cette deuxième phase, il y avait une nouvelle maturité. En fait, c'est devenu un champ qui a déjà, en fait, c'était normal. Le doyen a fait allusion à ça comme un espoir aujourd'hui, mais déjà en 72, il dit que oui, non, c'est arrivé. Mais il y avait aussi, il a ajouté à ça un petit commentaire que c'est pas tout à fait beau. Il a dit que oui, en fait, il y a des controverses. Il a parlé un peu de certains historiens sont grumpy des fois. Alors, il fait allusion à ça et il n'y a pas de doute. Dans les documents historiques, on peut voir ça. Mais quand même, il a dit que, et aussi il a insisté sur le fait qu'il y a certains historiens qui ont peur que ça va changer la discipline. Alors, ça c'est, garde ça en tête, ça c'est aussi intéressant. Une chose que je trouve aussi pendant ces années que je trouve intéressant est l'idée qu'il faut que les historiens deviennent en fait des créateurs de ce nouvelle approche. Ils ne peuvent pas juste utiliser les choses développées par d'autres disciplines. Il faut que les historiens deviennent les créateurs. Il faut que les historiens soient indépendants et prennent un rôle au cœur de ce nouveau monde et pas juste passivement utiliser ou accepter ce que d'autres outils faits par d'autres. Et le pourquoi, c'est que les sources qu'on utilise, le corpus qu'on étudie est différent. Et ils ont appelé ça. Il dit qu'en fait, ça c'est le défi à l'actuel. Et on voit ça. On voit la création d'un bulletin qui est devenu très important, et c'est une revue savante qui continue aujourd'hui et est devenu en fait une revue peut-être le plus important dans le champ. Et c'est un appel aux historiens de vraiment prendre, disons, une place importante dans ce nouveau monde. En fait, il y avait des manuels, on a vu pendant les années 70 surtout, ça a commencé aux années 60, mais les années 70 aussi, en fait, les manuels, les cours dans les universités étaient développés. Et on voit, en fait, Edward Shorter était un prof à l'Université de Toronto à l'époque, et on voit que ça commence à devenir une partie importante de la discipline telle qu'elle. Mais rapidement, ça c'était publié en 72 aussi, on voit il y a des choses intéressantes. Tranquillement, surtout pendant les années 60, mais de plus en plus au début des années 70, l'idée était, si on fait l'histoire, disons, grâce aux ordinateurs, grâce aux bases de données et tout ça, c'est vraiment un travail dans les sciences sociales. Et de plus en plus, on voit que les historiens qui ont profité de ces nouvelles technologies sont associés de plus en plus avec les sciences sociales. Et on peut en parler rapidement, mais en fait, de plus en plus, on voit une divergence avec les humanités.
Et à partir des années 70, les historiens qui ont utilisé les ordinateurs à l'époque étaient associés avec les sciences sociales et de moins en moins avec les humanités. Et il y avait toute une série de colloques internationaux. Si on fait le tour, ça c'est le 3e volume, c'était publié en 1977. Il n'y a aucun historien dans ça. Et si on compare ça aux contributeurs Computers and the Humanities aux années 60, pas le cas. Alors, il y a une divergence intéressante et il faut remarquer ça. Mais en fait, disons, le débat, la controverse est devenu très important vers 1975 et se tue avec la publication et le débat autour d'une publication faite aux États-Unis disons, un historien et économiste qui ont attaqué une question, disons, très importante aux États-Unis, mais en utilisant une nouvelle approche. Et c'était attaqué pour plusieurs raisons. Et même les critiques de ça, c'est pas juste des comptes rendus, c'est pas juste des tables rondes dans les revues savantes. Même des livres étaient rédigés pour attaquer Time on the Cross et surtout pour l'approche. Et on voit dans le titre, par exemple, le fameux bouquin de Herbert Gutman, Slavery and the Numbers Game. Alors déjà, on voit, disons, l'orientation de la critique. Mais il y avait plusieurs volets de cette critique-là. Il a parlé ici que il dit que Time on the Cross is a product of factory scholarship. C'est intéressant. Ils ont the production line, subsidized by government grant money, and manned by dozens of graduate research assistants. Alors, quand on lit les critiques de Time on the Cross, il n'y a pas de doute qu'il y a plusieurs dimensions de ça. Et personnellement, par exemple, ça me fait penser, mon premier poste, j'ai eu un poste temporaire comme visiting prof à McGill en 78, mais mon premier poste en bonne et due forme était en 79 à l'Université de Victoria. Et je sais que quand j'ai reçu ma première subvention de recherche de crèche, et on parlera de ça, un collègue au département m'a dit, "Oh, Chad, I thought you were going to be such a good scholar." Alors, et en fait, au Canada, on a vu des versions de ça. Ça, c'est un débat qui s'est déroulé dans la revue Histoire sociale, qui a été créée en 68, en fait, en fonction un peu de ça. Et la revue Histoire sociale, dès le début, était très ouverte aux publications, en fait, qui étaient liées au numérique. Et depuis, en fait, jusqu'au présent, c'est encore le cas. Mais on voit dans la revue, il y avait des débats. Et un collègue à moi, qui était un étudiant à moi à l'Université de Toronto, qui a fait les choses, il a créé une base de données et tout ça, il était attaqué dans la revue par deux autres collègues qui a dit, "Oh, la méthodologie de ça, c'est pas tout à... Et en fait, ça ne marche pas." Et même le source qu'il a utilisé, le recensement, non. On ne peut pas utiliser serious limitations pour son sujet. La même attaque a été lancée sur Katz. Et en fait,
un des comptes rendus qui est devenu un genre de cause de célèbre était écrit par quelqu'un qui est devenu un des historiens les plus renommés au Canada, Brian Palmer. Et quand il était un étudiant au Institut supérieur, en train de rédiger sa thèse sur la ville de Hamilton, il a lancé toute une attaque, tout un essai vis-à-vis Katz. Et en fait, le greatest deficiency, il dit que est-ce qu'on peut dire quelque chose sur les gens de la population de Hamilton en utilisant aggregates? Est-ce que c'est faisable? Évidemment, aujourd'hui, on pense à ça en termes de distant reading et tout ça. Mais l'attaque était assez fondamentale. Mais aussi, on revoit aussi a team of scholars generously funded et immersed in their sources for 5 years. On sent aussi que la critique était en fait, dans un certain sens, toute l'idée d'avoir un projet de recherche d'envergure, surtout financé à ce niveau-là. Et évidemment, à l'époque et même aujourd'hui, de penser que dans la discipline d'histoire, le problème, c'est qu'il y a des projets qui sont generously funded. On trouve ça intéressant, mais à l'époque, on a vu ça plusieurs fois. Mais l'article qui a vraiment est devenu peut-être le plus fameux est l'article de Lawrence Stone, qui était en fait un amateur de numérique un petit peu dans ses travaux avant, mais a renoncé tout ça à la fin des années 70. C'était publié en 79. Et en fait, il a décrit le nouveau groupe dans un sens que, et encore une fois, on voit le lien entre les historiens qui profitent des nouvelles technologies et les scientifiques, même pire que les gens en sciences sociales, vraiment éloignés de la discipline d'histoire comme il devrait être. Et encore une fois, on voit la critique qui dit que assembling vast quantities of data, teams of assistants, blah, blah, blah. Et la conclusion, doubts have been posed by every aspect of it. Alors, on fait la poubelle, là, voilà, et il faut en fait oublier tout ça. Et c'est une critique qui finit pas. Moi, je trouve que le langage, c'est fascinant. Comment il y a beaucoup disons, il y a beaucoup d'émotions dans ça. C'est vraiment, il sent qu'il faut arrêter ça à tout prix. Au Canada, on fait, même des gens comme David Geoghegan, qui a fait un bouquin assez intéressant, il est devenu il dit que hey, ça va mal. Ça va mal, c'était publié en 82. En fait, ce qu'il a remarqué, c'est dans la discipline, en fait, tout le rêve, tout l'espoir qu'on fait, c'est normal maintenant, la vie est belle et tout ça, en fait, c'est pas du tout réalisé. Et en fait, un des gens qui, en 70, Robert Serenga a dit que c'est tellement important, la transformation de la discipline, on va de l'avant, les choses se déroulent, l'enseignement, la recherche, tout le paquet. En fait, il dit que en 82,
4, il dit que no love affair gone sour. Alors, je vais y revenir un petit peu. Alors, ça, c'est la période où l'informatique était définie comme un outil de recherche, faire avancer la recherche, et on a vu un petit peu le débat autour de ça. Maintenant, je reviens et on prend une autre, dimension de ça. Il s'agit de Vannevar Bush, qui était un des leaders américains, un expert, un scientifique, qui était au cœur des développements des nouvelles technologies pour les fins militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant cette période-là, il a rédigé un article très important. C'était en fait, il a rédigé l'article en 1939, mais c'était publié en 1945, après la guerre. Et en développant les nouvelles technologies pour les fins militaires, il a aussi développé une nouvelle perspective sur la possibilité de ces technologies, en fait, pour la recherche. Et d'après moi, on n'a jamais vu un historien qui a mentionné ce qu'il a fait, mais d'après moi, c'est très important. Et on va passer à travers ça un petit peu. Ce qu'il a inventé dans sa tête, il a imaginé ce qu'il appelait un MEMEX. Alors, imaginez, en 1939. Et il dit qu'un MEMEX, imaginez ça comme un device in which an individual stores all his books, records, communications, and it's mechanized so that it may be consulted with exceeding speed and flexibility. It is an enlarged, intimate supplement to his memory. Imaginez. Et même, grâce à ce qu'il a dit, on peut conceptualiser ça, qui était fait à l'époque. Et on fait un des exemples qu'il a utilisé, et bel et bien nous autres, un historien. Alors, imaginez, the historian, with a vast chronological account of people, parallels it with a skip trail, which stops only on the salient items and can follow at any time contemporary trails which lead him all over civilization at a particular epoch. There's a new profession of trailblazers, those who find delight in the task of establishing useful trails through the enormous mass of the common record. The inheritance from the master becomes not only his addictions to the world's record, but for his disciples the entire scaffolding by which they were erected. Alors, il a imaginé, évidemment sexiste, mais il a imaginé qu'un historien aura accès à imaginer juste à son bureau tout ce qu'il faut. Alors, gardez en tête un petit peu. Quelques années plus tard, un autre nom que je ne sais pas, j'ai jamais entendu parler de lui avant mon projet de recherche, mais Lick Leiter, il était ici un scientifique et il était invité par l'association des bibliothécaires aux États-Unis de faire un rapport sur les bibliothèques à l'avenir. Et en fait, il a dit, le problème en fait, pourquoi il nous faut des nouvelles technologies, parce qu'il y a la masse, les volumes, la quantité des choses à se composer avec, ça nous dépasse. Il faut utiliser les nouvelles technologies pour nous aider à faire face au volume, la quantité, en fait, des livres dans les bibliothèques. Et lui aussi, il a inventé une belle réponse à ça. En fait, et quand on pense à ça, c'est remarquable comment c'est pas loin. Il a appelé ça un pro-cognitive system. Et en fait, souvent, on pense à lui comme
à la base de ce qu'on appelait à l'époque l'émergence de personal computer, mais c'est très lié à Bush aussi. Pourquoi je mets l'accent sur tout ça? Pour dire que ça explique la prochaine phase en termes des historiens, parce que aux années 80, on voit l'arrivée de personal computing, les PC en histoire, et en fait, c'est devenu beaucoup plus possible de monter un projet individuel. Alors, je vais continuer à ça. Mais en même temps, on voit qu'il y a la tradition qui s'est développée pendant les années 60 à 70, un petit peu, la possibilité de travailler en collaboration. Alors, il y a une augmentation en termes de, ou bien la possibilité de travailler comme un prof avec l'ordinateur dans mon bureau, et aussi la possibilité des équipes, et ça c'est grâce aux augmentations en termes de financement. Le Conseil de recherche en sciences humaines a été créé en 1977 et pendant les années 80, il y avait de plus en plus possible de chercher les fonds pour les projets d'envergure. Et aussi au Québec, il y avait, d'après moi, un grand atout où c'était la seule province qui aussi a créé un fonds de recherche pour aider, et ça a aidé beaucoup et ça a influencé beaucoup ce qui se passait ici. Évidemment, continuer à l'Université de Montréal, les démographes et tout ça, mais il y avait d'autres exemples, peut-être le plus important, était à Chicoutimi, qui est devenu à l'échelle internationale aussi très reconnu, et c'est grâce à un appui financement important. Et on a vu pendant les années 80 les deux formes, en fait, les projets plutôt individuels, mais aussi de plus en plus les équipes financées par l'État. Alors, à la fin des années 80, après tout le débat et tout ça, il y avait une nouvelle énergie était évidente. À la Société historique du Canada, par exemple, en 89, on a vu la création d'un comité pour s'occuper de ça. Et il n'y a pas de doute qu'il y avait quelque chose en train une nouvelle époque était vraiment en train de commencer. Et maintenant, on passe pas tout simplement au monde de PC et tout ça, mais on voit l'émergence de l'importance de l'Internet, de World Wide Web. Et ça, pour la discipline d'histoire, l'impact de ça était très, très important. Peut-être l'exemple le plus important au début des années 90, c'était aux États-Unis, où un projet historique a vu l'occasion, grâce à Internet, de ne pas juste, ou bien de ne pas, disons, faire avancer la recherche grâce aux outils informatiques, mais plutôt de partager un corpus historique, c'est-à-dire que de mettre sur le web des sources primaires pour deux fins, l'enseignement et aussi pour engager le grand public. Et alors, une nouvelle époque a vraiment commencé avec ça. Et George Mason, qui est devenu avec Virginie un autre centre important, ils ont commencé tranquillement de prendre le rôle d'historien comme un créateur. Et là, ils ont créé, par exemple, Zotero, qu'on utilise souvent. Ils ont créé Omeka, par exemple. Ils ont commencé de développer les logiciels pour les historiens, évidemment, pour d'autres aussi, mais de devenir vraiment un agent important dans cette nouvelle phase. Il y avait aussi, en distinction aux années 60-70,
l'enseignement est devenu très important. De ne pas mettre d'aller plus loin que de mettre les sources primaires sur le web, mais aussi de développer les modules pour la pédagogie, pour appuyer la pédagogie. Et ça, c'est un des premiers exemples de ça, où en fait, c'est devenu de plus en plus possible d'introduire dans les cours, surtout au premier cycle, mais ailleurs aussi, les sources primaires et aider les étudiants à profiter du fait que maintenant, c'était pas tout à fait nécessaire d'aller aux archives ou en fait d'utiliser les volumes des sources primaires, mais en fait d'aller beaucoup plus loin que ça. Quand même, c'était pas évident que tout le monde était embarqué. Et en fait, pendant les années 90, il y a aussi l'idée que oui, il y a signs of changing times, growing awareness et tout ça, mais quand même, pas tout le monde est embarqué. Et même, il y avait un exemple en 95, ici à Montréal, la ville de Montréal a reçu le grand congrès de la Comité international des sciences historiques. Et si on fait le tour de ce programme-là, à cette époque-là, il n'y avait presque rien sur le numérique. Et les gens qui ont poussé pour ça étaient très déçus de ça. Et c'était un grand moment ici à Montréal parce que, juste en chevauchant avec ce grand congrès, José Gatsua et d'autres historiens à Montréal ont organisé l'organisation de la grande association internationale, Association of Computers and History, et elle s'est déroulée ici à Montréal, mais séparée. Et le mainstream n'a pas accepté ça. Et quand José, qui est évidemment un des joueurs clés à cette époque-là, quand il fait un bilan et perspective de ce qui se passe, en fait, oui, il y a les choses, mais encore une fois, la discipline telle qu'elle n'était pas tout à fait embarquée. Une autre nouvelle dimension qui a été ajoutée à tout ça était en fait le spatial turn. Le fait que de plus en plus les historiens, parmi d'autres, ont reconnu la possibilité d'utiliser les nouvelles technologies pour analyser les changements dans l'espace. Et les historiens étaient orientés, un certain groupe était orienté vers ça. Ici à Montréal, un géographe à McGill, Sherry Olsen, avec d'autres, y compris John Burgess, qui va nous parler la semaine prochaine ici à CRIM, a développé un projet innovateur en termes de la ville de Montréal en utilisant ces outils. Et on fait d'autres, Saskatchewan par exemple, ils ont développé tout un lab pour appuyer cette approche et aujourd'hui ça reste, c'est toujours très important. Il y a un bouquin qui a été publié il y a quelques années maintenant qui fait un genre de bilan sur ça. Il n'y a pas de doute que cette approche-là est très importante. Et en fait, on voit qu'il y a des gros projets, y compris par exemple le projet de IFRANET, mais avec une participation importante de chercheurs à travers en fait le Québec et en fait à travers l'Amérique du Nord sur en fait tous les transferts, les migrations et tout ça des communautés francophones. L'appui financier était important dans ça, et soit à l'échelle fédérale ou dans le cadre de Québec provincial, et dans certaines mesures dans d'autres provinces, mais pas comme au Québec. Le numérique a attiré l'attention et les historiens, un certain nombre, étaient bel et bien présents dans ça. Le financement provincial ici au Québec a joué un rôle
Par exemple, pour appuyer SIEC, qui est devenu à l'échelle internationale très important, et les historiens étaient au cœur de SIEC, et le numérique était en fait à la base de toutes ces activités aussi. En cours de route, les historiens ont de plus en plus on a revu la question de l'interdisciplinarité, toute la question de collaboration. Ça, c'était en fait juste il y a 5 ans maintenant. Alors, ça reste à voir où ça va, mais encore une fois, on revoit un certain nombre de questions en fait qui a une longue histoire. Toute la question aussi de Big Data est revenue à la charge. Ça, c'était un colloque à McMaster il y a quelques années maintenant. Alors, ça, c'est à l'ordre du jour encore une fois. Comment se compose avec le fait que maintenant, les sources numérisées sont tellement importantes, comment on peut profiter de ça. Mais c'est intéressant. Tu te rappelles que alors, si on fait le tour les revues savantes, le mainstream, je dirais, on voit que dans cette première phase, les années 60 et en fait pendant les années 80, il y a une augmentation en termes de le nombre de publications dans ces revues qui utilisent, au moins dans un certain sens, les chiffres. Et alors, ça, c'était un critère minimal dans ça, un certain nombre. Et on voit qu'il y a une croissance. Mais rapidement, ça a tombé. Toutes les controverses et la discipline à la fin se reculier des approches quantitatives. Mais on voit maintenant que ça revient. Où est-ce que ça va? On verra. Mais on voit qu'on pose la question encore une fois. Et on fait l'intérêt maintenant pour nous de revoir encore la question de comment analyser un corpus en fait quand c'est pas nécessaire de sélectionner un fonds dans les archives, mais on peut voir. On fait plusieurs fonds en même temps en utilisant certains logiciels. On pose la question encore. Maintenant, l'intérêt vient en fait d'autres disciplines. Et la pression sur nous, en fait, est d'autres disciplines, y compris les mathématiciens, les statisticiens qui s'intéressent à ça. Il y a d'autres, tout le monde connaît d'autres exemples, des biologistes, ça vient un peu partout, parce que tout le monde voit maintenant le potentiel d'analyser les êtres humains à une masse, à une échelle qui dépasse de loin ce qui est possible sans les nouvelles technologies. Ian Milligan a récemment publié son bouquin « History in the Age of Abundance », point d'interrogation. Et ça me fait penser évidemment à Licklider aux années 60 et même Bush quand il a rédigé en 1939. Alors la question est revenue à l'ordre du jour et d'après moi, pourquoi je dis l'avenir est en construire. Alors quand on fait le tour de nos thèmes, on peut dire qu'il y a toujours dans les disciplines les chiffres et l'histoire, d'après moi, c'est toujours, disons, on joue avec. On ne peut pas prendre pour acquis que c'est tout simplement normal maintenant. Collaboration et l'appui financier, oui, il n'y a pas de doute que maintenant, si tu reçois une subvention du crèche, bonne chose. Il n'y a personne qui va critiquer ça. La collaboration, moi je me rappelle bien quand je suis allé pour l'agrégation à l'Université de Victoria aux années 80, j'ai publié 2 articles avec quelqu'un d'autre et je me rappelle bien, on m'a dit à l'époque que le comité m'avertit qu'ils vont mettre ces publications à côté. Parce que c'était publié avec quelqu'un d'autre.
nous ne sommes pas là, il n'y a pas de doute, mais il y a toujours quelque chose. L'interdisciplinarité, il y a toujours quelque chose. Et je trouve que c'est intéressant, le numérique qui traverse toutes les disciplines établies et tout ça, moi je trouve que les meneurs de jeu dans le domaine ont des carrières non linéaires et souvent ont rencontré beaucoup de succès malgré les structures verticales et tout ça. C'est fascinant. Il y a un travail à faire. Épistémologie, d'après moi, c'est toujours à l'ordre du jour. Comment combiner ce qu'on appelle dans d'autres disciplines, close reading, distant reading, comment vraiment, disons, intégrer tout ça, comment développer des perspectives historiques basées sur l'individu, les collectivités et tout le paquet. D'après moi, on est vraiment au point de départ de tout ça. Je vais conclure rapidement en juste un certain nombre de questions. Est-ce que, comme historien, nous sommes en train de vraiment faire face, finalement, en bonne et due forme, au numérique? Moi, je dirais, à travers la société. Toutes les disciplines sont en train de se faire. Je pose la question, est-ce que est-ce qu'on y va activement comme des créateurs ou est-ce qu'on est passif? Est-ce qu'on utilise des choses faites par d'autres? Est-ce qu'on prend, ou est-ce que, comme historien, on joue un rôle de leadership? Est-ce que toute la question de combiner close reading, distant reading, est-ce que finalement, on peut imaginer, comme Bush a dit, un skip trail? Est-ce qu'on peut imaginer ça? Dans nos cours, dans le curriculum, comme le doyen a dit, pour commencer, il dit, oui, on a les digital natives dans nos cours, on prend ça pour acquis, mais est-ce que les enjeux sont vraiment compris? Qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce que c'est le numérique, c'est un black box? On clique, quelque chose se passe, voilà. Est-ce que nos étudiants se rendent compte du fait que, oui, historiens maintenant, on vit dans un monde, on profite des nouvelles technologies, mais les conséquences de ça, les enjeux de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nos cours les aident, nos programmes académiques, est-ce que ça aide? Et finalement, est-ce qu'on utilise les nouvelles technologies pour vraiment aller de l'avant ou est-ce que c'est juste pour être plus efficace de continuer le paradigme du 20e siècle? Est-ce que nous sommes vraiment en train de transformer la recherche, l'enseignement, l'engagement avec la société ou est-ce qu'on utilise ça juste comme une photocopieuse une grande photocopieuse, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de transformatif? Je me demande. En tout cas, merci beaucoup pour la patience et je suis tout à fait ouvert à vos commentaires.